passer en présentiel normalement. Malheureusement, il a fallu effectivement agir différemment. Le but premier du Salon de la bande dessinée du Lac d'Annecy, c'est de faire découvrir la bande dessinée dans toutes ses possibilités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas oublier un genre qui est pourtant souvent mis de côté, c'est la bande dessinée érotique. Pour cela, j'ai 3 invités avec moi. On va démarrer avec Anne Hautecoeur, qui est la gérante de la Musardine qui est une maison d'édition désormais culte, effectivement, de la littérature érotique, qui a aussi un label bande dessinée qui s'appelle Dynamite. Tu nous expliqueras tout ça. Avec Céline Tran. Céline Tran, tu es co-directrice de collection Pan Pop chez Glénat, donc l'exposition Glénat qu'on connaît tous, mais plus de 50 ans autour de la bande dessinée, un label qui lui existe par contre depuis assez peu, 2 ans et demi, 3 ans. À peu près, ouais. À peu près, tu nous expliqueras aussi un petit peu les particularités de ce catalogue qui est assez novateur par rapport à ce qui s'est fait jusque-là. Et Jean-Louis Tripp, c'est la testostérone un petit peu de ce rendez-vous. Il fallait un beau mec. Et donc, tu es là. Non, Jean-Louis Tripp, on te connaît aussi pour la bande dessinée depuis quelques décennies. On n'en dira pas plus. Dans les titres, effectivement, très grand public et magasin général que tu as fait avec Régis Loisel, 9 volumes extraordinaires. Et assez récemment, tu as démarré une autobiographie qui s'appelle Extase, 2 volumes de parus désormais, un 3e en cours, j'espère. On veut savoir la suite. On veut la suite, je te le dis. Mais tu nous parleras aussi effectivement d'Extase, qui est donc ton autobiographie, mais une autobiographie où tu parles quand même beaucoup de tes découvertes et audaces sexuelles. Oui, mais qui n'est pas du tout une bande dessinée érotique. Je ne sais pas ce que je fais là, mais… Tu nous expliqueras aussi pourquoi tu dis ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à tous les 3 d'être là, d'avoir dit oui à ce rendez-vous. Même Jean-Louis, qui effectivement ne fait pas du tout de la BD érotique et qui est quand même là. Mais j'aime rendre service. C'est gentil. Moi non plus, d'ailleurs. Jean-Louis, quand même, qui est du côté de Montréal. Je tiens quand même à dire qu'il n'est pas à côté. Donc, merci beaucoup d'être là, malgré le décalage horaire, parce que là, tu devrais être en train de manger une pizza tranquillement. Il est 12h30 ici, donc ça va. Et Céline, tu allais dire quelque chose, Oui, je disais, moi non plus, on utilise le terme érotique parce que c'est un très joli mot, mais pour ma part, j'assume totalement le fait que Pan Pop, c'est une collection pornographique. Elle est vraiment explicite et voilà, elle montre la sexualité crue, mais on en reparlera. Effectivement, le terme BD érotique, je l'ai utilisé pour le terme un peu générique. Mais BD érotique, ça comprend effectivement plein de ramifications. Effectivement, il y a plusieurs levels même, j'ai envie de dire, dans l'érotisme et jusqu'au porno. Mais on fera le distinguo un petit peu de ce qu'est la pornographie et l'érotisme dès maintenant. La BD érotique, qu'est-ce que c'est au fond? Est-ce que justement tu veux rebondir là-dessus, Céline, pour nous expliquer pour toi quelles sont les différences? Non, je ne ferai pas de jeu de mots sur cette question, pour commencer. Déjà, merci. Ensuite, on a chacun notre définition personnelle de l'érotisme, de ce qui est lié au désir. Mais si je devais donner une définition par rapport au genre, que ce soit sur le plan du cinéma ou de la BD, l'érotisme, c'est ce qui va parler du désir, de la sexualité. On va montrer de la nudité, effectivement, mais il ne va pas y avoir de rapport sexuel explicite. On ne va pas voir les parties génitales. On ne va pas avoir de sexe en érection. On ne va pas avoir de pénétration. La pornographie, c'est un mot malheureusement bien souvent montré du doigt comme si c'était quelque chose de sale, alors qu'en fait, on est dans le sexe, montré dans tout ce qu'il peut avoir de dimension crue. Mais c'est ça qui est bon aussi. Et c'est ça qui est génial aussi d'ailleurs dans la BD, parce qu'on peut s'autoriser à montrer même encore différemment et parfois même davantage que dans les films X. Donc voilà, la pornographie, ça peut être un champ de créativité immense. Très bien. Voilà. Très bien. Donc voilà. Mais ce n'est pas nécessairement. Ah oui, pardon, je précise. C'est pas nécessairement à dimension masturbatoire, parce qu'on fait un raccourci entre pornographie et vidéo X. Mais si, Vincent, voyons. Tu ne penses pas assez, Vincent. Non. On a tendance à faire un raccourci très rapide entre pornographie, contenu pornographique et vidéo X. Et bien souvent, d'ailleurs, dans la vidéo X, on va penser au contenu gratuit sur Internet. Donc voilà, donc c'est un certain type de vidéo X. Et les vidéos X sont faites a priori pour accompagner les spectateurs dans leur excitation et dans leur rituel de masturbation.
Or, la pornographie, c'est pas forcément ça. Ça peut être de l'art, ça peut être un récit dramatique, ça peut être quelque chose de… Voilà, on peut être dans un genre fantastique. Et donc, voilà, encore une fois, c'est là que la BD peut montrer la pornographie autrement que comme on peut la considérer habituellement via les contenus web, par exemple. Voilà, je vous La laisse, bande dessinée a quelque chose de moins cru quand même, parce qu'il y a une lecture entre les cases aussi qui existe, qui reste finalement une forme de suggestion, qui là s'attribue plus à l'érotisme. Est-ce que, Anne, toi, tu as un avis qui est complètement égal avec Céline sur ce terme? Oui, bien sûr. Oui. Oui, je partage l'avis de Céline. La différence entre érotisme et pornographie, c'est une question qu'on pose quasiment à chaque interview. Hein. C'est vraiment un poncif. Moi, j'ai tendance à penser, bon, nous, on se qualifie généralement de librairie érotique, de maison d'édition érotique, tout simplement parce que, en effet, ça passe mieux hein, dans l'esprit commun. Voilà, c'est tout simplement, c'est plus facile à entendre, plus facile à accepter. Maintenant, les limites entre érotisme et pornographie, elles sont vraiment très poreuses et c'est chacun qui met un peu ce qu'il veut derrière. Le fait est que je pense que globalement, le terme en effet de pornographie renvoie plutôt au milieu de la vidéo X aussi. Donc, dans le livre, voilà, c'est un peu différent, mais je partage complètement l'avis de Céline. Et en effet, nos bandes dessinées sont aussi clairement pornographiques, il faut dire ce qui est, et on le revendique pleinement. J'avais pas mis cette question au départ quand je vous avais envoyé le premier déroulé, et en fait, en creusant, en écoutant différentes émissions, j'ai vu effectivement que c'était une question qui revenait quasiment à chaque fois, mais j'ai vu aussi que les réponses étaient très différentes selon la personne qui intervenait. Je l'ai trouvé donc intéressant. Je me suis dit, là où j'avais une idée, moi, toute faite, ou convaincu effectivement de la différence, je me suis rendu compte que c'était pas si évident. Après, effectivement, l'érotisme peut contenir la pornographie. Quand on dit pornographie, c'est assez clivant. On pense plus à effectivement une forme de subtilité de l'érotisme. Donc, c'est peut-être normal aussi de l'utiliser comme terme générique. Jean-Louis, je ne sais pas si tu veux revenir un petit peu là-dessus. Oui, moi, j'ai un truc à dire. En fait, moi, alors, je précise donc aujourd'hui, je considère que Extase est une bande dessinée clairement politique, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas un goût et même que j'ai pas pratiqué en tant qu'auteur de la bande dessinée pornographique. Alors, justement, moi, ce qui m'a intéressé, j'ai fait des histoires dans l'Écho des savanes au début des années 2000, et ce qui m'intéressait clairement, c'était de rebattre les cartes entre cette définition érotique et la définition pornographique. Alors, Anne le disait, moi j'ai l'impression que chacun a sa propre définition de ça, mais disons que moi, la mienne, c'est que l'érotisme, c'est quand il y a un discours, pour moi. La pornographie, c'est quand il y a, je précise que c'est personnel, hein. La pornographie, c'est quand il y a des images brutes. Ça ne veut pas dire non plus que je suis contre les images brutes. Ça peut être très très bien, très intéressant et très utile. Les histoires que j'ai faites dans l'Écho des savanes, c'était des histoires dans lesquelles il y avait une histoire et je montrais de façon extrêmement explicite ce qui se passait. Mais par exemple, dans la deuxième histoire, enfin j'en ai fait deux, hein, mais la deuxième histoire que j'ai fait, le texte était écrit en alexandrin. Tu vois ? Donc, il y avait un travail à la fois sur la forme et sur le fond, et dans la forme, il y avait cette espèce de conflit entre un texte extrêmement sophistiqué et des images extrêmement brutes, montrant clairement les choses. Dans Extase, j'ai repris ce côté brut, c'est-à-dire, brut, entre guillemets, encore une fois, parce que, c'est-à-dire, on montre les choses telles qu'elles se passent, telles qu'elles se passent dans la vie. Moi, tout mon combat, il est là-dessus, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas montrer les choses? Pourquoi est-ce que, normalement, dans un récit où il y a des images, systématiquement, on coupe au moment où il se passe des choses que dans la vie, il se passe? Et pourquoi on a le droit de voir des gens en train de manger, de se tuer, et pourquoi on n'a pas le droit de voir des gens en train de baiser? Et on en parlera effectivement, on aura un temps dédié à ça effectivement sur cette émission, parce que je pense que c'est un sujet qui est important et qui a un certain nombre de choses à dire dessus, effectivement. Est-ce que vous voulez rebondir à ce que dit Jean-Louis, Anne ou Céline? Oui, en fait, je pense qu'il y a pour les définitions, il y a la définition de genre. Par exemple, pour revenir aux vidéos, une vidéo érotique, on va dire qu'elle est soft. Ouais. Une vidéo X, on va dire qu'elle est hard.
Donc, il y a le genre d'un côté, et puis il y a on va dire le caractère. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, une vidéo pornographique peut très bien avoir un caractère érotique. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de définir les mots, en fait. Et après, évidemment, encore une fois, chacun va y mettre ses propres projections. Mais il y a pas de. J'aime beaucoup le commentaire qui a été posté sur le fait que ce n'est pas un mal ni un bien, c'est surtout une question c'est une manière de s'exprimer, et après chacun forcément va être plus ou moins interpellé en fonction de son propre rapport à la sexualité. Mais je dirais que dans l'érotisme, il y a plus la notion de désir, il y a plus la notion de lien à l'imaginaire, alors que dans la pornographie, il y a un côté plus direct, plus vite exposé. Mais bon, voilà. Mais la bande dessinée maintient beaucoup cet imaginaire, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce qu'on peut lire entre les cases, tout ce qui n'est pas forcément dessiné, mais qu'on vient nous rajouter, et qui fait qu'on a même l'impression que ça bouge, alors qu'en fait, évidemment, on est sur du statique. La bande dessinée permet ça aussi, à mon sens. C'est pour ça que ça reste effectivement, il y a une certaine porosité entre les deux. Mais justement, la bande dessinée par rapport aux autres médiums, on parlait de vidéos tout à l'heure, évidemment, quand on pense porno, on pense à des images véritablement qui bougent. La bande dessinée par rapport à d'autres façons d'aborder l'érotisme, même par rapport à de la photo ou autre, quels sont les véritables avantages, la force, on va dire, de la bande dessinée pour ça, selon vous? Moi, je pense que Céline l'a esquissé tout à l'heure, c'est dessiné, c'est pas des vrais gens, donc forcément, par rapport à la pornographie filmée, finalement, on peut aller beaucoup plus loin et représenter des choses qu'on pourrait pas filmer, parce que ce qui veut pas dire que c'est des choses atroces ou des sévices pas possibles, hein, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et puis peut-être par rapport à, en tout cas, une certaine forme de pornographie telle qu'elle est la plus courante actuellement, il ne faut pas perdre de vue que dans la bande dessinée érotique, il y a le mot érotique, mais il y a le mot bande dessinée. Et qui dit bande dessinée dit scénario. Et voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que ce sont des histoires. C'est pas juste. Alors, il peut y avoir du sexe à toutes les pages, des parties génitales à toutes les pages, mais derrière tout ça, il y a des histoires qui se dessinent. Et c'est évidemment ça qui est aussi, c'est toute l'imagination d'un auteur qui va se déployer à travers des images très explicites, mais avant tout dans un scénario très recherché. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important en bande dessinée érotique y compris. On a tendance, je pense, à considérer que dans la bande dessinée érotique, c'est juste on dessine des bites et des chattes. Non, il y a aussi quelqu'un derrière qui a inventé une histoire et toute la projection qui va avec. Donc ça ouvre des possibilités énormes. Ça y est, il y a Anne qui s'est lâchée. On peut, les mots bite et chatte ont été prononcés. C'est bon. C'est bon, on peut commencer le débat. Merci Anne. Mais tu vois, si je peux te dire quelque chose, à la fois par rapport à la bande dessinée et par rapport à cette histoire de qu'est-ce qu'on met dans érotisme, pornographie, dans le cadre d'une bande dessinée. On avait écrit il y a quelques années avec Aude Mermillot un scénario qui est une histoire qui parle de domination. Et on voulait justement pas comment dire, on voulait que ce soit un truc grand public. Donc on avait raconté cette histoire avec uniquement des ellipses au moment où il y avait des scènes, on parlait de toute l'approche, tout ce qui se passait avant, tout le petit jeu qui amenait à ça, parce que c'est en gros deux personnes qui sont pas du tout là-dedans qui découvrent ce truc-là. Et puis je crois qu'il y a 4 ou 5 éditeurs qui nous ont tous refusé ce truc-là. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, parce qu'on a fait lire et relire ce scénario, on se disait, mais il n'est pas bon ou quoi. Puis on avait des copains scénaristes qui nous disaient, non, il est bon. Donc en fait, je pense que c'est le sujet qui posait problème. Finalement, ce scénario a été lu et accepté par Céline, en l'occurrence, qui nous a dit, mais sauf que moi, pour la collection Pornpop, il faut qu'il y ait du cul. Donc, est-ce que vous pouvez rajouter… Alors, c'était vraiment un truc, pour nous, c'était étonnant, parce qu'on avait écrit ce scénario justement pour pas qu'il y en ait. Et là, on nous disait, ben ouais, mais il faut en rajouter. Donc, c'était pas un problème, puisque les scènes, on les avait pas écrites, mais elles étaient là. Donc, on les a rajoutées. Et là, maintenant, on cherche quelqu'un pour dessiner cette histoire. Voilà, donc c'est intéressant, parce que tu vois, c'est qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas dans un récit. Oui, effectivement à l'éditeur. Alors, il se trouve qu'on a une collection qui donne vraiment une place à ça. Et justement, ce qui est génial dans votre histoire, c'est que
Et c'est ça que moi j'aime justement dans la BD et la littérature, c'est qu'on prend le temps de développer les relations, de développer une tension, de développer le désir, de s'intéresser à la partie cérébrale. Et c'est ça qui fait que la sexualité va être riche, contrairement malheureusement à la plupart des vidéos X qui vont être plus dans une succession de positions pour exciter. Là, on a la possibilité de vraiment créer quelque chose où les personnes vont pouvoir s'identifier au personnage, où vont pouvoir imaginer effectivement entre les cases. La BD, c'est génial, c'est un art tellement complet. Il y a la beauté du texte, la beauté du dessin, le rythme, le rapport aux pages aussi. Parfois, on peut être justement tellement en alerte qu'on va prendre le temps de tourner avant de tourner la page, on va prendre le temps d'observer chaque détail des dessins. Il y a un vrai rapport aussi à l'objet, je trouve, qui est vraiment agréable dans le fait de tenir le livre dans ses mains. Il y a vraiment quelque chose de charnel, en fait, dans le fait de lire une BD. Et de se dire non, je vais prendre le temps. Là, j'ai envie de tourner la page, j'ai envie de savoir ce qui se passe après, mais tiens, je vais même revenir un petit peu avant pour faire durer le plaisir. Et pour l'érotisme et pour le récit de la sexualité, c'est parfait. Parce que justement, on peut jouer avec les rythmes, avec l'imaginaire. Et en plus, c'était génial de pouvoir avoir accès vraiment à la vision d'un auteur. Alors qu'encore une fois, dans le cinéma, on est beaucoup plus limité. Et puis, il y a cette question d'éthique aussi dans les vidéos X tournées par des acteurs et des actrices de chair. C'est qu'on va poser la question du consentement, on va poser la question de la morale, alors que lorsque c'est dessiné, on s'en fout. Alors, il y aura toujours des gens pour critiquer, bien sûr, hein. Mais dans l'absolu, je trouve que c'est un espace qui est génial parce qu'il y a une vraie rencontre entre l'auteur, le dessinateur et les lecteurs. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Écoute, merci pour cette émission. Passez une bonne soirée tout le monde. Votez pour moi. Je réponds à la question de Stéphane Fabre. Quel serait le titre de cette BD? C'est Merci Madame. Pas mal. Voilà. Je vais juste une toute petite truc par rapport à ça. Je dirais que la force, enfin, ça vient de me venir, hein, vous allez voir, c'est bien. La force de la littérature érotique, c'est qu'il n'y a pas d'image. Et la force de la bande dessinée, c'est qu'il y en a. Tout à fait. Complètement. Et Anne, je voulais que tu rebondisses justement sur la littérature érotique puisque tu en édites. Et oui. C'est là où on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure. On a parlé de vidéos, on a parlé de tout ça, mais finalement, on est sur le même support livre. Et cette différence entre l'imaginaire total qui est lié à l'écrit et puis l'image imposée, là aussi, qu'est-ce que tu peux rajouter sur ces avantages ou défauts que peut avoir la bande dessinée selon toi en tant qu'éditrice? C'est évidemment pas la même chose. Enfin, Jean-Louis vient de le dire. Céline l'a évoqué aussi. Dans l'écrit, dans la littérature tout court, évidemment, on fait davantage encore appel à l'imaginaire, hein, puisque voilà, c'est juste des mots. Enfin, comme tout rapport à la littérature, voilà. Sauf que là, c'est encore une fois. Et bon, le fait est que c'est aussi quand même plus peut-être simple. Il y a beaucoup plus de variété dans le domaine de la littérature érotique. Il y a beaucoup plus de production. Bon, la tradition est aussi beaucoup plus ancienne, hein, donc il y a beaucoup plus de choses qui existent. C'est encore plus facile, c'est pas le terme que j'arrive pas à trouver le bon terme, mais bon, on peut peut-être encore davantage se lâcher dans la littérature parce qu'il y a pas l'image en plus, hein, donc c'est encore différent. Je pense que d'ailleurs les publics sont pas forcément les mêmes. Le public de la littérature érotique n'est pas forcément celui de la BD, hein. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est comme la différence. Enfin, pour moi, voilà, c'est comme la différence entre un roman et une BD, hein, tout simplement. Hein. C'est beaucoup plus. Alors après, ce que je peux noter, c'est, on en parlera peut-être aussi. Il y a très clairement une féminisation au niveau de la littérature érotique ces dernières années. Ce qui a été aussi un vrai changement, une vraie évolution, hein, parce que pendant très longtemps, y compris les auteurs femmes en littérature érotique se comptaient un peu sur les doigts d'une main. Bon, il y a eu Pauline Réage, évidemment Françoise Rey qui ont été des précurseuses, mais elles étaient clairement minoritaires. Là, ces dernières années, et y compris dans notre catalogue, vraiment, on publie énormément d'auteurs femmes, quoi. Donc ça, c'est une vraie évolution qu'on retrouve moins dans la BD. Je pense tout simplement parce que globalement, il y a moins de femmes dessinatrices dans la BD, mais aussi
peut-être que voilà, les auteurs de BD se sont pas encore appropriés ce domaine. Pour moi, c'est vraiment une évolution que je note dans la littérature et une vraie différence avec la BD. Oui, et je pense que l'évolution, elle n'est pas terminée, effectivement, sur la bande dessinée. Je veux bien que tu nous J'espère, parles oui. un petit peu de la Musardine, justement. Il y Oui, a le titre, là, 25 ans d'édition érotique. Ça fait ouais, donc depuis 96 que la tout à Musardine fait. existe. Ouais. Tu nous expliques un petit peu l'histoire de cette maison d'édition culte? Bien sûr, donc la Musardine en effet existe depuis 1995 même. La librairie a ouvert en 1995, donc elle est toujours ici au 122 rue du Chemin Vert dans le 11e à Paris. Donc c'est une librairie qui est dédiée à l'érotisme sous toutes ses formes. Donc on n'y vend pas que nos livres évidemment, hein, on vend toute la production du domaine, littérature, beaux livres, essais, guides pratiques et BD évidemment. Je pense qu'on peut quand même se targuer d'avoir un rayon BD érotique quasi exhaustif à la Musardine. Voilà, donc on est libraire, on est éditeur sous le label Musardine où on publie de la même façon des essais, des beaux livres, de la littérature au format poche, voilà, bon, la fameuse collection Osée, des choses très variées. On aborde à peu près tous les genres littéraires. Et donc, on a ce label de BD Dynamite qui a été créé en 2002 sous l'impulsion de Bernard Joubert. Bernard Joubert, grand spécialiste de la BD et de la censure. Donc, c'est lui qui a pris l'initiative de Dynamite et qui a été directeur de collection. Dynamite qui est aujourd'hui animé par Nicolas Cartelette, qui est donc éditeur BD. Et on a environ quasiment 200 titres au catalogue. Donc, le fonds Dynamite, c'est essentiellement constitué à l'origine en achat de droits. On a toujours acheté beaucoup de droits en Espagne, aux éditions La Cúpula, aux États-Unis, et aussi de réédition de titres classiques, on va dire, de la bande dessinée érotique, tels que Eric von Gotha. Pourquoi avoir fait essentiellement de la réédition pendant des années? Tout simplement pour des questions de moyens. Parce que, bon, voilà, dans la BD érotique, on n'est quand même pas sur les mêmes gammes de tirage ni de vente que chez les autres éditeurs BD. Et comme tout le monde le sait ici, la création en BD, ça se paye. Voilà. Donc, du coup, pendant longtemps, on s'est, entre guillemets, contenté de réédition. Et depuis quelques années, on fait quand même aussi de la création. On s'y est mis, enfin, on peut le faire avec des beaux succès comme Axel, dont on a vu la couverture de La Tentation. On fait aussi du manga depuis cette année, c'est la grande nouveauté, on s'est lancé dans le hentai. Donc voilà, de la même façon, on a un champ assez large dans le domaine de la BD, toujours autour de cette spécialité de l'érotisme. Une particularité, pour finir par rapport à Dynamite, c'est nos ventes en numérique, puisque donc on vend nos BD au format numérique depuis toujours. On fait aussi de la création numérique maintenant, c'est-à-dire des BD qui sont vendus en primo numérique exclusivement et pas en papier. Et on est sur quand même des proportions de ventes qui sont très, très significatives par rapport au marché français. Hein. Nos ventes numériques peuvent atteindre 40%, parfois des ventes d'un titre. Donc, c'est vraiment considérable. Voilà, bon, on est très proactif, on a un site dédié. Voilà, on s'en occupe beaucoup. Mais je pense que c'est à souligner parce que ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire qu'un certain nombre de personnes vont pas forcément oser aller acheter ce genre de BD chez leur libraire ou les avoir dans leur bibliothèque. Je peux comprendre, je jette aucun regard négatif là-dessus. Et aussi, ce qui peut être un peu contradictoire par rapport à ce que disait Céline, mais je pense que ça existe, qu'il y a un phénomène dans la BD pornographique un peu de consommation, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui sont très fidèles et très fervents sur ce type de BD et bon, vont vouloir les avoir tout de suite au format numérique. Donc, je pense que ça participe aussi. Voilà ce que je peux dire de la Musardine. Oh, mais c'était très bien. Par contre, c'est l'occasion aussi de parler un petit peu finalement de ce secteur de l'édition en bande dessinée qui est finalement assez marginal. Tu disais créer de la bande dessinée, ça coûte cher, évidemment, et heureusement, entre guillemets, il faut que les auteurs en vivent. Mais tu es sur des tirages moyens à 2000 exemplaires, sauf erreur. C'est ça, exactement. Donc, c'est un petit tirage, donc effectivement, il y a un modèle économique qui n'est pas évident. Donc, c'est le numérique qui vous aide aussi beaucoup, la vente par correspondance qui est un levier. Hein. Exactement. Oui, c'est des relais qui sont très importants pour nous. Hein. Donc, oui, en effet, on fait aussi de la vente par correspondance, c'est-à-dire qu'on a notre propre fichier de clients, en plus de la diffusion en librairie, hein, parce qu'on est diffusé quand même de manière tout à fait, par Interforum. Ouais.
Mais la vente par correspondance et le numérique sont en effet des relais de vente essentiels pour nous et par rapport à notre économie, c'est sûr. Oui, parce que, voilà, enfin, vous le savez bien, hein, vous travaillez tous dans la BD avec des tirages de 2000 exemplaires, en effet, dans ce domaine, que ce soit pour payer les auteurs ou pour fabriquer les livres, c'est pas forcément simple. Mais voilà, on a des titres, quand on vient de voir Giovanna Cassotto, qui est donc l'une des très rares femmes, je tiens à le souligner, qui exerce dans la BD érotique et ce depuis très longtemps. Les albums de Giovanna Cassotto peuvent atteindre 20 000, 30 000 exemplaires. Donc, on a quand même des titres de fond de catalogue qui tournent bien. Giovanna qui a une particularité en plus. Hein. Elle se dessine elle-même, ouais. Ah ouais, oui, c'est elle qui se représente. Au succès, je pense, effectivement, de se dire c'est l'autrice, la dessinatrice elle-même qui participe à l'histoire. Ouais. Et vous aurez une grosse actu, je crois, sur elle. Tout à fait, on sort un beau livre de pin-up de Giovanna Cassotto, oui, en octobre prochain. Bon, sous le sapin, discrètement, dans un beau papier, ça ira très bien. J'avais une cliente qui répondait au questionnaire que j'ai posé ces derniers jours, qui me disait qu'effectivement, elle achetait toutes ses BD en librairie et qu'elle n'avait jamais réalisé, mais qu'elle le réalisait suite à mes questions, que les BD érotiques, elle les achetait toutes sur Internet. Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, elle aime bien le côté un peu grisant d'aller l'acheter en librairie, le côté un peu interdit, finalement, mais elle sait pas pourquoi. Elle l'a toujours acheté sur Internet. Donc, je pense qu'effectivement, on est sur un levier Internet et l'érotisme. Il y a une vraie histoire. Hein. Bien sûr. Après, il y a quand même une chose qui est importante de souligner. On n'est pas présent dans toutes les librairies, évidemment, de manière générale, ni dans toutes les librairies BD, aussi pour des raisons, enfin voilà, nos BD sont évidemment réservés aux personnes majeures et bon voilà, selon les types de librairies, selon comment c'est fait dans les rayonnages, les libraires n'ont pas forcément la possibilité de présenter nos livres. Ah, j'ai oublié TTBM, évidemment, on va souligner, on s'est lancé dans la BD gay. Je crois que c'était un truc sur les voitures Audi TT et BMW, non? C'est un truc. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Et donc TTBM, ça veut dire. Ça veut dire très, très bien monté, ouais. C'est un acronyme très usité dans le milieu gay. Voilà. Ok. Il y aura un tome 2 aussi cette année, d'ailleurs. Il y aura un tome 2 et l'arrivée de Tagame aussi dans notre catalogue. On est particulièrement heureux de ça. Et on va apparaître l'histoire d'une huître. J'ai beaucoup envie que tu me parles de cet album. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je veux bien aussi que tu me dises pourquoi c'est une huître et pas une moule, mais... C'est l'auteur qui a fait le choix de ce titre et l'huître c'était plutôt de manière symbolique pour symboliser l'ouverture. Voilà, on n'était pas. Alors l'histoire d'une huître, oui, c'est intéressant et ça va peut-être nous amener à repartir sur autre chose puisque donc c'est une jeune femme qui a décidé de raconter tout son parcours depuis l'enfance, la découverte de son corps, la découverte des relations aux garçons, aux autres, ses difficultés amoureuses, ses rencontres. Ses premières expériences sexuelles, aussi après coup des choses dont elle s'est aperçue, le vaginisme, enfin des maux, on va dire, dont elle souffrait, dont souffrent aussi beaucoup de femmes. Donc c'est vraiment le récit d'une expérience. Dans un registre évidemment très différent au niveau graphique et au niveau du traitement, ça m'a rappelé Extase de Jean-Louis. Voilà, c'est autobiographique, c'est quelqu'un qui va se livrer avec beaucoup de sincérité, beaucoup de transparence. Voilà. Et je tiens à dire de la même façon, ça rejoint Jean-Louis, que cette BD n'est pas une BD érotique pour moi. C'est une BD qui parle de sexe, qui parle de sexualité, raison pour laquelle on l'a publiée d'ailleurs sous le label La Musardine et non sous notre label BD Dynamite, parce que le label Dynamite est clairement de la BD pornographique. Oui. Voilà, là pour nous c'est différent, c'est un livre, c'est une BD qui parle de sexualité et d'une expérience. Mais je pense pas que ce soit une BD érotique. Et d'ailleurs, c'était ma grande crainte que, de toute façon, vu à chaque fois qu'un livre est estampillé La Musardine, voilà, on est tout de suite au rayon érotique, alors que je pense que ce livre peut vraiment aller dans le rayon BD classique, voire le rayon. C'est ce qui s'est passé chez nous. On l'a reçu, je l'ai directement mis rayon érotique, je l'ai lu le soir même, et le lendemain, j'ai changé de place. Voilà. Parce qu'effectivement, je me suis dit non, c'est pas de la BD érotique. Par contre, évidemment, c'est un titre qu'il faut avoir lu, si on s'intéresse au sujet. Son expérience est très particulière. Tu parlais de vaginisme, effectivement. Elle va pas nous raconter une vie d'une grande richesse sexuelle sur ses premiers temps d'adulte, parce que c'est pas si simple, finalement, pour elle, pour un certain nombre de raisons. Et puis un jour, peut-être que les choses vont prendre une autre tournure.
Et c'est effectivement très touchant, très humain comme récit. Et voilà. Tout à fait. Donc, bravo de l'avoir édité. J'espère qu'il fera un joli chemin. Ouais, moi aussi. Ouais, tout à fait, je souhaite. Et en parlant justement de bandes dessinées peut-être un petit peu différentes sur l'érotisme, la pornographie, puisqu'on va utiliser le terme n'ayant pas peur, Céline, c'est toi qui peux peut-être nous expliquer le principe de Pornpop désormais, puisque Pornpop arrive, donc on le disait depuis assez peu sur le paysage éditorial de la bande dessinée érotique et pornographique, avec des vraies différences, je trouve, par rapport à ce qu'on a pu avoir jusque-là. Ça rappelle un petit peu selon moi, hein, c'est très personnel, ça rappelle un petit peu le virage qu'avait pris la collection BDQ chez Requin Marteau. C'est un moment se dire, on peut faire du cul, mais on peut aussi se marrer avec et effectivement pas forcément être dans une reproduction des scénarios qu'on peut retrouver dans des films également. Oui, l'idée, c'était que Glénat a fait le choix en fait de donner une vraie place à ce genre, enfin à la sexualité, mais qui peut être montrée justement dans des genres différents. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'humour, de dérision parmi nos albums, mais on a aussi les joies du sextoy où il y a de l'humour, mais où on est plus dans l'éducatif, où c'est un couple qui donne des conseils de sexualité. On a aussi beaucoup d'artistes féminines d'ailleurs dans la team. C'est une collection encore récente et on édite peu durant l'année, mais on essaie de proposer une certaine variété à chaque fois avec un axe, une proposition, un style. Alors ça peut paraître prétentieux comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas envie de transposer, de proposer des récits qu'on pourrait voir en vidéo X, justement en BD. Et ces récits-là ont leur place et ont leur intérêt, mais en tout cas, nous, on a envie d'être dans des propositions, voilà, des propositions de vision de la sexualité. Là, les petites faveurs, par exemple, c'est vraiment un Qui est assez récit. génial. Hein. Ouais, il est génial parce que il y a une dimension fantastique. C'est écrit, créé par une femme pour les femmes sur la sexualité des femmes, avec un vrai, comment dire, un ton un peu de conte fantastique. Et c'est super drôle et c'est aussi super excitant. L'humour n'est pas forcément incompatible avec la capacité à exciter. Parce que c'est pas de l'humour pour se moquer, pour forcément tourner en dérision, c'est de la légèreté en fait, et ça fait du bien d'avoir des récits autour de la sexualité où on s'éclate, où ça va parfois même entre guillemets trop loin, où on va rougir Petit Paul est la parfaite illustration du rougissement. Moi, j'ai eu honte en lisant Petit Paul. J'ai eu super honte et c'était jouissif parce que je me disais, oh là là, ça craint, mais il va beaucoup trop loin. Mais justement, mais merci. Non, mais Merci d'aller beaucoup trop loin. C'était comme Jean-Louis et autres qui t'ont présenté un scénario sans porno. Il y a Bastien Vives qui t'a proposé un album pour enfants. Tu as dit, on va rajouter. Pas de problème, mais on y va. Non, on l'a laissé faire les choses tout seul, comme un grand pour le coup. Pas besoin de. Non, alors je peux comprendre que cet album puisse choquer, mais j'ai envie de dire heureusement, parce que tout ce qui est créatif et nouveau a cette capacité à choquer. Mais quand on est dans un récit qui choque, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est là pour promouvoir un type de sexualité. Je pense qu'encore une fois, il est urgent, et d'ailleurs, j'en parle aussi en tant qu'ancienne actrice porno. Je pense que c'est important de le préciser. Ça a été mon métier auparavant. Aujourd'hui, je communique pas mal sur cette distinction entre sexualité réelle, intime, et sexualité des films X. Parce que voilà, il y a la fiction d'un côté, il y a le show qui est super fun, qui peut être génial d'ailleurs, mais à soi de se le réapproprier. Et de la même manière, quand on va lire un récit en BD, en aucun cas, les éditions Glénat sont là pour vous dire, voilà, il faut texter comme ça, parce qu'on vous montre telle pratique, on défend ce type de pratique de sexualité. Non, on vous propose un récit avec une vision. Et là, à vous après forcément de vous l'approprier à votre manière. Et encore une fois, l'humour comme justement la capacité à être excité, ce sont des choses qui sont très personnelles, qui vont dépendre de notre vécu, de notre sensibilité. Et donc au moment où moi je vais trouver un album vraiment super drôle ou super excitant, ou les deux, d'autres vont peut-être le trouver choquant, insultant. Ouais, c'est normal. Je pense que c'est le risque de toute œuvre qui justement qui a des couilles, excusez-moi,
toute offre qui se montre sincère et qui va faire une vraie proposition, forcément, s'expose à des critiques. Mais pour moi, c'est pas un problème parce que déjà, j'ai déjà l'habitude de ça. Et du coup, je suis super contente, effectivement, de diriger cette collection parce qu'elle est variée, parce qu'elle propose aussi à des artistes qui jusqu'à présent ne s'étaient pas exprimés dans ce domaine-là, de les rassurer, de leur donner un espace. Parce que voilà, il y a certains auteurs qui vont dire non, mais moi je vais pas assumer de raconter quelque chose lié au sexe, ou alors il faut que je mette un pseudo, ça va être mal perçu. Bah oui, bien sûr, certains le font et je le comprends. Mais là, c'est avec cette collection-là, c'est aussi l'occasion de les encourager en disant tu sais quoi, vas-y, fais-toi plaisir. Et c'est cool parce que on est fiers de le mettre en avant. Et si ça peut contribuer à faire un peu changer les mentalités, voilà, ça plus ça plus ça, ça permet de. Là, justement, on a Jean-David, oui, c'est Jean-David, voilà, j'ai toujours JD, Morvan, qui est voilà, un scénariste aguerri et qui nous livre un récit, mais ultra hardcore. Et j'adore parce que c'est vraiment. Alors là, pour le coup, c'est très pornographique. Vous avez du cul toutes les 2 pages. C'est superbement dessiné. C'est vraiment. Voilà, c'est cru. Mais voilà, il y a un scénario, il y a une histoire. C'est nourri aussi d'une expérience parce que il parle du Japon, mais il sait ce que c'est que la culture nippone puisqu'il est allé sur place. Et cet album, par exemple, a suscité quelques critiques. Pourquoi ? Parce qu'on voit une jeune femme asiatique avec un Français. Alors là, d'un seul coup, voilà, on peut interpréter plein de choses. En tout cas, voilà, moi, c'est un album dont je suis super fière. Enfin, fière, c'est peut-être pas le mot, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je suis très contente de le présenter dans cette collection. Et puis, on a aussi Mal tourné, par exemple, que je vous recommande aussi si vous avez envie de passer un bon moment. C'est tellement drôle. Là, on a une team 100% féminine. Alors, je ne suis pas spécifiquement féministe, mais ça fait plaisir, en fait, de voir justement des femmes s'exprimer davantage. Et on pourrait croire, parce qu'il y a toujours cette idée que les femmes sont douces et fleurs bleues. Non, croyez-moi, c'est pas fleur bleue du tout. Il y a une illustration assez édifiante d'ailleurs en début de BD. La dessinatrice s'est bien lâchée. Et parallèlement, on a des albums plus récemment comme La Sève, qui a été créé par un homme et qui est d'une poésie folle, quoi. C'est super délicat. Très onirique. Et je trouve que ça permet de sortir de ces clichés. Les femmes sont forcément pour l'érotisme et la douceur, et les hommes sont forcément dans le porno et le côté brut. Non, en fait. Et voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de voir toute cette diversité. Il y avait une question qui était posée par un spectateur qui posait la question de la censure. Alors, évidemment, des auteurs peuvent se censurer s'ils n'assument pas forcément un certain rôle, mais en tant qu'éditrice, est-ce qu'il y a effectivement des moments où tu peux dire non, ça va trop loin, on ne peut pas l'éditer? En fait, pour moi, le problème, c'est pas d'aller trop loin. Parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. C'est comme dire de quelque chose que c'est normal. Il n'y a pas vraiment de normalité dans la sexualité, et tant mieux. Pour moi, ce qui est important, c'est de mettre du sens. Si à un moment donné, il y a une scène, et finalement, peu importe, que ce soit une scène de baiser ou que ce soit une scène d'orgie ou que ce soit, peu importe, si c'est posé là sous forme de remplissage, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que, OK, ça dit quelque chose des personnages, ça dit quelque chose de leur relation. Et là, ça devient intéressant parce que ça nous montre la sexualité aussi dans sa dimension psychologique et émotionnelle. Et c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs dans le récit de Aude et Jean-Louis, c'est que justement, il y a toute cette construction. On est en plus dans le lien de la domination, donc c'est très raffiné. Là, dit comme ça, le terme domination, pour la plupart des gens, ça sonne comme quelque chose de brutal et de brut même, tout simplement, alors qu'en fait, ça peut être quelque chose de magnifique si c'est nourri. Et donc, moi, mon critère, c'est ça. C'est est-ce que ça a du sens et qu'est-ce que ça raconte. Mais je ne me donne pas de limite. Je fais juste une précision parce que tu as employé le mot de domination. Dans notre scénario, c'est la fille qui est dominante.
Oui, Oui, donc en plus, ça donc change. encore un cliché aussi au passage. Non, mais bon. Ouais. Ouais. Et Céline, tu parlais d'une carrière précédente, donc je l'apprends, hein, sache-le. J'ai dit ça, moi? Tu avais eu J'ai une dit, carrière non, j'ai avant la rien dit. BD. Qu'est-ce qui t'a amené à la bande dessinée? Ah bah écoute, c'est comme pour le porno, je sais pas ce qui s'est passé. Un jour, on m'a proposé quelque chose, j'ai dit oui, je sais pas dire non, Vincent. Ça, c'est mon problème. Non, plus sérieusement, plus sérieusement, indirectement, c'est le porno qui m'a amené à rencontrer Ron, donc qui à l'époque était directeur de collection chez Ankama, la collection Doggy Bags, et qui m'avait contactée en tant qu'actrice. Il souhaitait que je participe à un clip promotionnel d'une de ces BD Doggy Bags. Et j'ai tout de suite adoré l'univers. Moi, à la base, la BD, c'est pas du tout mon domaine. J'ai pas eu la chance de grandir avec de la BD. Donc, vraiment, j'ai une culture BD mais qui est vraiment ridicule, hein. J'ai pas de problème à l'admettre. Je me cultive, et tu le sais très bien, Vincent, puisque je viens souvent, j'essaie de venir régulièrement à ta librairie. Mais donc, ma culture, elle est avant tout cinématographique. Et Ron me contacte pour participer à ce clip. Et finalement, je lui dis, bah ouais, mais il se trouve que jouer un rôle de strippeuse, je l'ai déjà fait dernièrement. Au moment où il me contacte, moi, je suis en train de passer à autre chose. Je suis en train de quitter le milieu du X et j'ai envie justement de proposer autre chose. Et en fait, on discute, le courant passe super bien et il me propose de devenir co-scénariste d'un album de Doggy Bags où le personnage principal serait inspiré de mes traits. Et donc, on a commencé, j'ai fait mes premiers pas dans ce cadre idéal, clairement, où je propose d'ailleurs une double lecture entre la figure de l'actrice porno et celle du vampire, puisque le personnage de la BD qu'on a créé est un personnage, une héroïne, comment dire, c'est un vampire en fait. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails après du récit. Donc j'ai commencé comme ça, on a écrit un deuxième volet, et puis de fil en aiguille, je suis allée au festival d'Angoulême, j'ai rencontré la team de Glénat, et j'ai eu cette proposition d'Olivier Jalabert, qui est un des piliers de Glénat, de diriger cette collection. Et en tant que scénariste, je continue puisque j'ai une BD qui se termine aussi chez Glénat. Et Mais qui donc, va être très soft. je crois qu'on a une image d'ailleurs de Oui. ce projet avec Grazia Lapadula. Ouais. J'ai vu qu'une image pour le moment, mais c'est sublime, vraiment. Ouais, elle est Juste très cette beau. image, j'ai envie d'en faire un fond d'écran et de l'avoir en permanence. C'est vraiment magnifique. Donc, on verra ce que ça donnera après, mais. Ouais, c'est elle est c'est vraiment une artiste. C'est vraiment une artiste. J'ai beaucoup appris en bossant avec elle. Et en fait, je me suis surprise moi-même à proposer un récit qui va être particulièrement soft et sensible et je ne pars pas du tout dans des délires de dingue. J'avais envie d'écrire quelque chose qui soit voilà, en gros, je parle d'une femme qui est à l'âge de la ménopause et qui réalise que son mari la trompe. Et finalement, elle comprend à ce moment-là, quand elle se prend cette sorte de baffe, qu'elle ne se connaît pas, qu'elle ne connaît pas son corps, qu'elle ne connaît pas sa sexualité, que jusqu'à présent, elle avait misé toute son éducation sexuelle sur son mari, qu'elle aime profondément. Et si j'ai écrit ça, c'est aussi parce que mon métier principal actuel, c'est parallèlement donc à l'édition, c'est le coaching. Je conseille justement en sexualité, je pratique l'hypnose et j'ai donc beaucoup de personnes qui viennent à moi qui ont des problématiques dans leur sexualité, dans leur intimité, et il y a souvent beaucoup de culpabilité, il y a aussi beaucoup de méconnaissance de son propre corps. Parce que souvent, en fait, les gens en tout cas qui me consultent ont misé sur l'autre pour apprendre à se découvrir et n'ont pas forcément fait cette démarche de découvrir le plaisir par eux-mêmes. Voilà, donc c'est ce qui m'a inspirée pour ma BD. Très bien. Le fait de se découvrir soi-même, c'est aussi ce que permet la sexualité, effectivement. Donc on verra ce que ça donne. Ça sort cette année? Oui, ça devrait sortir. On a pris beaucoup de retard, je ne vous le cache pas, mais ça devrait sortir à la fin de cette année. Et là, c'est le prochain album qui va sortir, donc de Tony Sandoval, qui est complètement fou. Il est fou.
Voilà. J'adore ce mec parce qu'il est complètement perché. Et là, pour le coup, voilà, et à un moment donné, quand même, on lui a dit, Tony, il faudrait mettre quand même quelques poils pubiens sur les corps de tes personnages, histoire de rappeler qu'ils sont quand même majeurs et en âge d'avoir une sexualité. Mais c'est vrai qu'il est dans un délire complètement onirique, fantastique. Enfin, voilà, c'est un magnifique délire, cette BD. Et un Et gros volume, je crois. Hein. Ouais. Comment? C'est un gros volume en plus, je crois. Hein. Beaucoup de pages. Oui, mais je t'avoue que là, j'ai pas j'ai pas les détails en tête. Très On a bien. même recevoir le truc, l'objet final. En tout cas, on a découvert un peu tous ces albums entre ce que tu nous as dit, ce qu'on en a vu, et ça prouve effectivement, je pense, que la bande dessinée érotique, pornographique est en train de prendre un véritable virage aussi. C'est un genre assez jeune en fait, hein, la bande dessinée dite érotique par rapport au reste de la bande dessinée. Ça fait une 60aine d'années seulement que ça existe. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. On en reparlera aussi un petit peu en conclusion sur peut-être ce qu'il y a encore à découvrir. Anne, par rapport à cette collection, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça correspond aussi un petit peu à des envies que vous avez de créer comme ça un petit peu des bandes dessinées sur des thèmes un petit peu toutes différentes, ou au contraire, pour le moment, vous restez effectivement sur une collection qui est très quali? Ouais. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a tenu une ligne, voilà, on se disait, il y a cet ADN dynamique, le public qui va avec, on reste dans les clous. Et là, ça y est, non, on commence quand même à se à se diversifier un petit peu avec de la création. On a aussi publié un album de Chéri, hein, qui s'appelle Symposium, il y a quelque temps, voilà, qui était de la création. On a publié Sixella, qui est un album de Janeski qui est entre science-fiction, érotisme, voilà, avec des monstres. Enfin, c'est magnifique. C'est vraiment très esthétique et voilà, très influencé par toute une partie aussi de la BD de SF. Donc, on est à cheval entre les genres. Donc, oui, on va s'octroyer comme ça de temps en temps des essais et puis voir si on peut toucher à notre public. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Voilà, question de moyens, de diffusion et puis que des gens qui sont pas forcément connaisseurs ni fans de la BD porno telle qu'on peut la publier globalement et la curiosité d'aller vers ce genre avec. Il y a d'autres moyens de le découvrir, effectivement. Ouais. Exactement. Très bien, très bien. Et juste pour finir, pardon, oui. Parce que c'est vrai que la BD érotique, bon voilà, on va pas revenir sur l'historique de la BD érotique, mais quand même, au moment où Dynamite s'est créé, il y avait plus beaucoup d'éditeurs hein, qui en publiaient. Hein. Glénat, à l'époque, s'était retiré, Albin Michel également. Enfin voilà, quoi, il y a eu quand même un gros vide pendant des années au niveau de la BD érotique. Avec les éditions Tabou, on était un peu les deux seuls éditeurs vraiment spécialisés. On a accueilli vraiment très favorablement la collection de Céline, hein, Pornpub chez Glénat, non pas du tout comme une concurrence, voilà, et quelque chose qui allait nous écraser, mais bien au contraire, la possibilité de redonner de la visibilité à ce genre, surtout porté par un grand éditeur comme Glénat, voilà, porté par Céline comme directrice de collection. Nous, on est évidemment tout à fait heureux de cela, et peut-être que d'autres grands éditeurs vont s'y remettre dans la foulée, on va voir. Certainement, je pense que même c'est un genre qui est en train de se développer au-delà même de l'érotisme pur tel qu'on l'entend. On le voit avec ton dernier ouvrage à la Musardine que tu nous montrais tout à l'heure. Il y a une vraie transition qui se fait entre presque le rayon pratique, l'histoire d'une huître, effectivement, où on va développement personnel, pratique, on découvre d'autres choses sur la bande grâce à la bande dessinée aussi désormais, et aussi grâce au dessin. Je pense à des pages Instagram comme Jouissance Club, un ouvrage qui s'est vendu à quelques centaines de milliers d'exemplaires. Incroyable. Donc, il se passe quelque chose. On en reparlera aussi peut-être rapidement tout à l'heure sur ce qui peut se passer à l'échelle de la bande dessinée. Je voulais aussi revenir sur quelque chose, Jean-Louis. Tout à l'heure, tu disais, je ne fais pas de la BD érotique, je fais de la BD politique. On va se mettre à parler de politique. Et oui, parlons politique. J'ai relevé cette phrase de Tim Pitcher qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La BD érotique. Par essence, la BD érotique est politique. Bien sûr. Il faut penser que les deux sont liés. Hein. Évidemment. Dès qu'on parle, de toute façon, dès qu'on parle de transgression, et notamment quand on parle de corps,
on parle de politique. La BD érotique ou pornographique, comme on veut, ça parle forcément du corps. Et le corps est éminemment politique. Comment dire, on vit dans une société dans laquelle on a l'impression que notre corps ne nous appartient pas réellement. Alors, c'est drôle parce que là, on est en pleine période de pandémie où c'est particulièrement flagrant, si tu veux, que notre corps ne nous appartient pas parce qu'il est bridé de tous les côtés, on nous fait porter des masques, on nous confine, on nous empêche de... Bon, alors je ne vais pas parler du bien fondé de ça ou pas maintenant, mais il est évident que toutes les luttes d'émancipation sont toujours passées par la réappropriation de son corps. Tu peux partir de l'esclavage. Les esclaves, leur corps leur appartenait carrément pas du tout, là. Donc, l'abolition de l'esclavage, c'est la récupération de leur propre corps. Mais toutes les luttes féminines, les luttes sociales, c'est pareil, hein, les gars qui bossaient dans les mines, tu sais, ou les travailleurs qui bossaient 18 heures par jour, 7 jours par semaine, etc., etc. On peut pas dire qu'ils avaient qu'ils pouvaient vraiment profiter de leur vie et donc de leur corps en dehors de ils n'avaient pas le temps, en fait. Ils n'avaient ni l'énergie, ni le temps. Et alors, les luttes des femmes, alors là, c'est particulièrement flagrant, parce que si tu pars de la contraception, l'avortement, et puis maintenant MeToo, tout ça, c'est des choses qui disent non, mon corps m'appartient, et j'ai le droit d'en disposer comme je veux. Bon. Alors, au-delà de ça, il y a ce tabou, ces tabous autour de ce qu'on a le droit de faire dans le domaine de la jouissance avec son propre corps. Il y a des choses qui sont acceptables, d'autres qui ne le sont pas. Je parle socialement, politiquement parlant. Il y en a qui sont, ou religieusement parlant. Bon, religieusement parlant, il n'y a pas grand-chose d'acceptable. On s'entend que vraiment là, à peu près, quelles que soient les religions, à peu près tout est interdit, à part la reproduction. Mais bon, après, voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins acceptables, il y a des choses qu'on peut faire, mais il ne faut pas en parler, tu vois, etc., etc. Donc, à partir du moment où tu dis, ben, en fait, si je ne me trompe pas, on est né nu d'un acte sexuel. C'est-à-dire qu'il a bien fallu qu'il se passe quelque chose à un moment donné entre papa et maman, tu vois, globalement. Même si maintenant, alors là, je ne veux pas tomber dans quelque chose d'hétéronormé, surtout pas. Enfin bon, essentiellement, c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, à partir dès ce moment-là, si tu veux, il y a tout un tas d'interdits qui sont posés, soit par la famille, soit par la société, etc., etc. Et puis, tu regardes les enfants, les petits-enfants, ils n'ont absolument pas honte de leur corps, ni de ce qu'ils font avec. On leur apprend à l'avoir honte. À poil, ils se tirent sur le zizi, ils font tout un tas de trucs qu'on leur dit qu'il ne faut pas faire très vite. On leur dit, dans le meilleur des cas, ok, ça c'est privé, tu vas le faire dans ta chambre. Et dans le pire des cas, on les engueule parce que ça ne se fait pas du tout et c'est absolument mal et c'est diabolique et tout ce que tu veux. Voilà. Donc, à partir du moment où tu dis quelque chose qui sort de ça et où tu montres quelque chose qui sort de ça, ben là, tu es clairement dans un discours politique. Et moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Extase. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en fait, la question qui s'est posée pour moi immédiatement quand j'ai décidé ou quand j'ai été décidé, en l'occurrence par Régis Loisel et le directeur éditorial de Casterman, Benoît Mouchard, dans un restaurant de Montréal, alors qu'on venait de finir Magasin Général. Quand ils m'ont convaincu qu'il fallait que je fasse ce récit, je me suis tout de suite posé la question de savoir, ok, si je raconte ça, je le raconte comment. Et pour moi, l'autobiographie, la dimension autobiographique, c'est imposé immédiatement pour cette raison-là, pour cette raison politique, parce que je me suis dit, ça va pas du tout avoir le même effet si c'est un récit de fiction, si tu veux, ou si je mets en l'occurrence, mes couilles sur la table, tu vois, ou mon corps en balance, en disant, et en fait, c'est ça qui fonctionne dans Extase. Enfin, moi, je vois les retours
beaucoup de retours que ça a suscité, parce que vraiment, c'est étonnant. Enfin, moi, j'ai été extrêmement surpris par le nombre de retours que j'ai pu avoir là-dessus. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui ont détesté, mais alors, c'est curieux, personne ne me le dit. Ceux qui ont détesté viennent pas me le dire, du tout. J'apprends des fois même qu'il y a des gens qui ont détesté ça, alors que quand ils m'en ont parlé, ils n'ont pas du tout manifesté quoi que ce soit. Je l'apprends par la bande. Tu vois. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on n'ose pas dire non plus, alors que ça serait intéressant. Moi, je pensais que ça allait susciter un débat. Tu vois, qu'il allait y avoir des gens qui allaient venir me dire « Non, c'est dégueulasse ce que vous avez fait, etc. etc. » Et pas du tout. En fait, moi, les retours que je reçois, c'est que des trucs archi positifs. Et donc, en fait, les retours que je reçois, c'est beaucoup, alors curieusement, beaucoup de femmes. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure à Céline, c'est-à-dire que je reçois beaucoup de retours de femmes qui ont plutôt entre 40 et 50 et qui sont dans une profonde remise en cause de ce qu'a été leur vie sexuelle jusque-là. C'est-à-dire que leur vie sexuelle a été, normée par des choses qu'elles n'ont pas eu l'occasion de remettre en cause, qu'elles n'ont pas eu la possibilité de remettre en cause jusque-là. Donc quelque chose qui est très très normé par les hommes en fait. Et donc en fait là tout d'un coup, en lisant ce bouquin-là, il y a une remise en cause de ça. Et en fait, le retour que j'ai, c'est il y a des trucs que j'ai ratés, tu vois. C'est merde, il y a des trucs que j'ai. Alors j'ai ça de la part de femmes, j'ai ça aussi un peu de la part d'hommes. Alors c'est marrant parce que en fait les hommes sont beaucoup moins réactifs. On a compris. Alors ça, je m'en suis rendu compte, j'avais pas du tout anticipé parce que pour moi, étant donné que c'était un récit d'hommes, c'est un truc qui allait plus parler aux hommes, par définition. Si tu veux, au niveau de l'expérience. Je veux dire, je pensais que mon expérience, en tous les cas, notamment sur le tome 1, pouvait être partagée, allait être plus partagée, parce qu'ils ont beaucoup la même, je pense, par des hommes que par des femmes. Mais en fait, il s'est passé un truc qu'on a compris très vite. C'est Casterman, c'est l'attaché de presse Casterman qui m'a alerté là-dessus dès la sortie du tome 1, en me disant les mecs ont du mal à parler de ça parce qu'ils se mettent immédiatement en compétition. Tu vois, ils se comparent tout de suite. Et donc, du coup, ça les emmerde. Bon, voilà. Mais par contre, les femmes ne sont pas du tout là-dedans. Donc, et là, j'ai reçu donc vraiment beaucoup de témoignages de ça. Et de couples également. Beaucoup de couples mariés depuis ou ensemble depuis 20 ans, tu sais, qui me disaient, bon, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on a lu Extase, et là, on s'est mis à parler de choses dont on n'avait jamais parlé. Des trucs qu'on n'avait jamais abordés dans le couple. Et en fait, je pense que si Extase a une comment dire, je trouve pas le mot, mais une fonction, un intérêt, c'est précisément de libérer la parole, quoi, tu vois, de tendre miroir, en fait. C'est un effet miroir, c'est-à-dire que moi, je pense que les réactions que les gens à Extase ne parlent pas de moi, elles parlent d'eux. Et donc, en fonction de ça, il y a cet effet que moi j'ai connu. Alors, exactement, c'est-à-dire que moi, si j'ai fait Extase, c'est parce qu'il y a eu des choses avant. Et en l'occurrence, dans les choses avant, pour moi, qui ont été absolument essentielles, il y a eu la vie sexuelle de Catherine M, qui a été un déclencheur parce que je me suis dit, putain, on peut raconter ça, quoi. On peut aller aussi loin et donc on parlait d'autobiographie, hein, dans l'autobiographie. Et en l'occurrence, dans son cas, il y avait aussi je me disais, quand j'ai lu la vie sexuelle de Catherine M, je me disais, il y a un truc qui est vachement fort, c'est que si cette fille, à l'époque où c'est sorti, c'est-à-dire au début des années 2000, si ça avait été une nana qui était caissière dans un supermarché qui raconte cette histoire, on lui aurait dit, oh la pauvre fille, elle n'a aucun respect pour elle-même, etc., etc. Mais là, comme c'était Catherine Millet, vu la position sociale qu'elle occupait, personne ne pouvait dire ça. C'était pas possible. Et ça, c'est génial. Ça, c'était vraiment génial comme truc, parce que ça a permis de rentrer en coin, tu vois, dans quelque chose. Et avant Catherine Millet, il y a eu, dans un registre à la fois très proche et très différent, le journal de Fabrice Nou.
parce que c'est de la bande dessinée. Et puis, il allait quand même extrêmement loin aussi dans l'honnêteté. C'était chez Ego Comics, ça a malheureusement disparu. Ouais. J'espère que ça sera réédité. Ça va être réédité. Oui. Donc, tu vois, c'est ça. Et je pense qu'en fait, la règle je pense que la règle de ce récit et ce qui fait que ça peut avoir cet effet-là, que ça peut fonctionner, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que si tu es sincère, moi je me suis. Alors là, on revient sur le. Enfin, je rebondis sur l'histoire de la censure et de l'autocensure. Moi, je me suis dit comme point de départ, si je raconte ça, il faut vraiment que je raconte les choses. Parce que si je commence à faire tu vois, à balayer sous le tapis ce qui me dérangerait, ouais. Bah, à un moment donné, ça marche plus, quoi. Tu vois, c'est comme bon. Donc, en fait, je dirais qu'il y a eu deux ressorts extrêmement importants narrativement. C'est ça, c'est l'honnêteté et l'humour. Parce que la distance humoristique, elle permet de faire passer beaucoup de choses. Quoi, tu vois. Et c'est aussi pour ça, parce que pour moi, Extase, c'est un projet global. C'est-à-dire que c'est un projet qui n'est pas fini, donc, puisque mon idée, c'est de raconter toute ma vie. Tu vois, moi, j'ai une grande ambition, c'est un peu comme d'être le Molière de la bande dessinée et du récit autobiographique en bande dessinée, c'est-à-dire de mourir sur ma table à dessin à l'âge le plus avancé possible, en dessinant la dernière page du dernier tome d'Extase, tu vois, ça serait formidable. Et que le dernier soit publié de façon posthume, tu vois. En espérant que ça sera à 95 ans, tu vois, mais bon. Donc, en fait, c'est ça qui parce que moi, j'ai très, très hâte. Bon, là, j'ai 63 ans. Pour le moment, tout va à peu près bien. Je suis très intéressé. Et pour moi, si tu veux, le tome 3 d'Extase irait à peu près jusqu'à il y a 2 ans, on va dire, à peu près. C'est une fin de cycle, si tu veux. Là, le tome 4, je suis en train de le vivre pour le moment. Et j'espère bien. Alors celui-là, il va être intéressant parce que là, il va bien me falloir quand même 10 ans de vie, mais je suis très très curieux de savoir qu'est-ce que c'est la sexualité. Je peux pas dire que j'ai hâte, mais je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que ça va être la sexualité pour moi à 70 ans, 75 ans, tu vois. J'espère je suis sûr qu'il y en a une. Je sais pas laquelle encore. Je n'ai que des témoignages, mais moi j'ai hâte de le vivre. Non, j'ai pas hâte, pardon. Et je suis curieux de le vivre et de pouvoir le raconter si possible. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le tome 3 va être beaucoup plus rock'n'roll que les 2 premiers. Celui-là, ça a été vraiment, pour moi, cette période de ma vie a été, pour une raison très simple, c'est qu'il arrive un âge dans la vie où tu n'en as un peu plus rien à foutre du jugement des autres et où là, tu peux assumer, te lâcher et te dire, attends, mais moi, ce dont j'ai vraiment envie, c'est ça. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe avec les retours de femmes dont je parlais. C'est des femmes qui ont vécu quelque chose, donc elles sont allées au-delà d'un certain point et là, elles se disent, alors ce qui est intéressant, c'est qu'elles le font de plus en plus jeunes, mais en l'occurrence, dans ma génération, c'est un peu ça, tu vois. Donc, voilà, à un moment, ils arrivent à dire, mais attends, maintenant, j'ai juste envie de vivre, quoi. Donc, moi, c'est ça qui s'est passé. Pour moi, c'est arrivé au début de la cinquantaine. Donc, la cinquantaine, ça a été bon. Et le problème, c'est que pour pouvoir raconter ça, parce que pour tout dire, en fait, Régis Loisel, qui me poussait beaucoup à raconter, lui, ce qui l'intéressait, c'était que je raconte cette période-là, parce que c'est la période que je lui racontais le lundi matin quand j'arrivais à l'atelier, tu vois. Je lui racontais mon week-end, il me dit, oh putain, il faut que tu racontes et tout. Donc, mais il n'y avait pas pensé que j'allais commencer à partir de l'âge de 10 ans. Et moi, je me suis dit, pour pouvoir amener les gens là, il faut que je les prenne par la main dès le début. Et c'est là qu'est né ce projet global, si tu veux, de faire un truc. Alors moi, ça, je l'ai pas lu en tous les cas. Je sais pas si ça existe, ça, je l'ai pas vu. Mais c'est vraiment un projet absolument global, tu vois, voilà, c'est quoi toute la trajectoire, toute la courbe d'une vie sexuelle. Voilà. Eh ben, ça donne un résultat assez impressionnant. Oui, Anne, pardon, vas-y. Ouais, juste une petite intervention parce que tu disais que tu t'attendais à des critiques, en fait. Ouais. Mais je vois pas, en fait, comment on peut critiquer un projet comme celui-ci, par rapport à la crudité du propos, par rapport à la façon dont tu te livres. Parce que bon, moi, je trouve ça remarquable, tant
déjà au niveau artistique et aussi et Merci. complètement inédit. Qu'un homme se livre à ce point. En effet, les femmes, je pense, sont plus à l'aise finalement pour parler Non, mais il y a eu Fabrice No avant, mais lui, il était dans un registre Oui. très différent. D'abord, il est homosexuel, et Oui, en bien plus, sûr. il est, c'est pas offense de lui dire, de lui faire que dire que c'est un tragique, lui. Moi, je suis pas un tragique. Ouais. Voilà. Ouais, il y avait un côté plus tensuré. Et vraiment, C'est enfin, qu'un homme comme ça, voilà, se livre. Et c'est génial aussi ce que tu dis sur la suite, quoi, d'avoir la curiosité de la suite. Quel homme actuellement ose parler de la sexualité qu'il peut vivre après 65, à l'âge de 65, 70 ans? C'est extrêmement rare. Donc, le témoignage que tu livres là, je pense qu'il est essentiel et précieux. Et j'aimerais bien savoir qui pourrait critiquer ça. Ben, écoute, excuse-moi, mais la France est un pays dans lequel, quand il y a eu la proposition du mariage pour tous, on s'est retrouvé avec 1 million de personnes dans la rue. Ouais, bien Donc, sûr. je pense qu'il y a quand même des gens qui sont un tout petit peu en retard sur les évolutions de la société. C'est beaucoup moins le cas au Québec, par exemple. Ouais. Tu vois? Au Québec, c'est beaucoup plus cool de ce côté-là, alors que bon, voilà, c'est un pays qui a vécu sous l'emprise de l'Église pendant beaucoup plus longtemps que la France. La France, c'est quand même un pays qui a fait la Révolution en 1789, et la séparation de l'Église et de l'État, c'est le début du XXe siècle. Mais on a encore cette espèce de force d'un courant extrêmement réactionnaire, tu vois, dans les mœurs, qui empêche que, regarde ce qui s'est passé au Sénat récemment avec la PMA, enfin bon, bref. Donc moi je m'attendais, mais en fait je me souviens de l'histoire, ça a été formidable pour moi ça. Quand il y avait, je me rappelle plus le nom de l'artiste en question, mais le gars qui avait fait un arbre de Noël vert. En forme de god. Hein, en forme de qui était un butt plug, en fait, qui était un butt plug. Alors, ça a été formidable parce que c'est tout un courant archi-réactionnaire d'ultra-catho qui est monté au créneau. Et moi, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est comment est-ce qu'ils savent que c'est un butt plug. Et donc, voilà. Mais donc, moi, je pense qu'il y a une énorme hypocrisie là derrière tout ça. Je pense que tout le monde a des fantasmes, et tout le monde a des fantasmes éventuellement extrêmement débridés. Simplement, il y a plein de gens qui ont une posture, si tu veux, sociale, politique, etc., qui fait qu'ils disent exactement le contraire de ce que sont leurs vrais désirs. Tu vois ? L'histoire du butt plug est intéressante. Comment tu sais ce que c'est qu'un butt plug? Bon, voilà. Et donc, je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions de ce côté-là. Et j'étais prêt. Hein. J'étais prêt à aller ferrailler avec des vraiment, non mais sérieux, avec des catholiques extrêmement, tu vois, catholiques ou autres d'ailleurs, peu importe, mais en fait, avec des gens qui sont qui pour moi sont réactionnaires, si tu veux, tu vois, sont dans une vision du monde qui est très très éloignée de la mienne et qui est extrêmement triste. Oui, mais qui en ont besoin, justement, tu vois. Moi, ce que tu évoques, ça me fait penser aussi à certains retours que j'ai eus qui m'ont étonnée, de personnes, pour le coup, qui avaient 60, 70 ans, qui ont lu mon bouquin. Ne dis pas que tu aimes ça, c'est un récit autobiographique où il y a des parties explicites. On l'a mis sous blister aussi parce qu'on s'est dit, bon, allez, on va prendre nos précautions. Mais c'est pareil, je me suis dit, bon, allez, il faut que je sois transparente. Bien sûr que je fais une sélection de ce que je partage, mais ce que je partage, je le fais pleinement. Et en fait, j'ai eu ce retour-là, j'ai eu beaucoup de messages de remerciements. Et je sais que ça a été évoqué là d'ailleurs dans le chat, de déculpabiliser. Parce que quand tu t'autorises à dire les choses avec ta part de vulnérabilité d'ailleurs aussi, eh ben, ça touche les gens parce qu'ils peuvent s'identifier, parce qu'eux aussi traversent ça. Parce qu'on a tous des questionnements, quel que soit notre âge, notre genre, notre culture. Et oui, même une actrice porno, bien sûr, a ces moments de vulnérabilité parce qu'elle reste humaine. Et c'est là où les gens vont se connecter à toi, même si ton parcours ou tes expériences peuvent paraître parfois, oui, ça peut paraître hors norme, incroyable. Peut-être que certains, ça va les ramener aussi à leur frustration ou à leur manque d'expérience. Bien sûr. Mais à partir du moment où tu livres justement ta part de
ta part d'humanité. C'est là que les gens peuvent se retrouver, c'est magnifique. Et justement, dans une société qui est puritaine et qui est dans le tabou, eh bien, on a besoin de récits comme le tien. Mais non, mais alors, je ne t'ai pas cité tout à l'heure parce que quand ton bouquin est sorti, j'avais déjà commencé à travailler sur Extase, donc il n'a pas été un élément déclencheur, mais il aurait pu l'être parce que je mets exactement dans la même catégorie, tu vois, que les livres que j'ai cités. Je pense qu'effectivement, et puis c'est aussi ça, tu vois, c'est important quand mais d'ailleurs, je pense que c'est lié, quand cette parole-là vient de personnes qui, par ailleurs, en dehors de ça, sont des gens qui ont l'air épanouis, construits intellectuellement, tu vois, en place, etc., quoi, tu vois, et qui donc assument quelque chose, tu vois, en disant, ben, ok, où est le problème, quoi. Voilà, où est le problème. Et oui, je pense que ça a effectivement une fonction politique aujourd'hui, tu vois. Ben, aujourd'hui, c'est toujours eu, en tous les cas, bon. Tu as bien bouclé la boucle. Oui, il est très fort. Bravo, hein. Oui, on a tous eu un silence avec genre. Ouais, il est fort. Ouais, là, là. Il est fort. Voilà pourquoi tu as été invité, Jean-Louis. Merci. Et pas seulement pour la testostérone, tu veux dire. Pas seulement, même si je reste très admiratif. C'est, je pense, l'occasion désormais de parler de la suite de la bande dessinée érotique. Effectivement, donc la Musardine existe depuis 25 ans, je le disais tout à l'heure. Pan Pop est beaucoup plus récent. Tout à l'heure, tu disais, Anne, il y avait que Tabou et vous pendant un temps. Là, ça s'ouvre à nouveau. Je citais aussi la collection BDQ tout à l'heure des requins marteaux. Ça fait partie effectivement de cette bande dessinée qui transforme un petit peu le paysage éditorial de l'érotisme en bande dessinée. Il y a des choses qui se passent. Moi, il y a un ouvrage que j'aime beaucoup aussi. Tu parlais d'autobiographie, Jean-Louis, avec toi. Il y a un ouvrage qui s'appelle Pénis de table, où il y a 7 hommes qui se mettent autour de la table. Ils ont tous leur sexualité, leur expérience, et ils vont tous répondre au même sujet. Et c'est très, très étonnant, très libérateur, où on va se rendre compte, effectivement, ils ont un regard qui n'est peut-être pas le cliché qu'on s'était fait. La parole ne se libère pas tout de suite. Par contre, une fois que c'est lâché, ça offre des choses assez géniales. Donc, et c'est des Québécois. Et c'est des Québécois, c'est ça le secret. Non, mais je dis ça parce que c'est intéressant, parce que ça, c'est très symptomatique. Ça, c'est très symptomatique de la manière dont on parle de sexualité au Québec. Tu vois ? D'accord, toi tu le ressens comme quelque chose de beaucoup oui, c'est très clair, de façon beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dédramatisée. Tu vois ? Bon, donc mesdames, il vous faut chercher des auteurs québécois. Hein. Mais oui. C'est ça le secret. Voilà. Ah oui, peut-être. Pas exclu. Non, mais donc le futur de la BD érotique, je pense qu'il va passer effectivement par beaucoup de sujets aussi de société, de politique. C'est un avis qui m'est très personnel. J'ai fait un petit sondage, comme vous le savez sûrement, donc sur les réseaux sociaux ces derniers jours. J'ai eu, à mon échelle, pas mal de réponses, en tout cas sur le peu de temps que les gens avaient pour répondre. Il y a un peu plus de 160 personnes qui ont répondu aux questions. Et je leur ai posé la question déjà de s'ils avaient déjà eu de la BD érotique. Alors, c'est intéressant parce que j'avais posé la même question pour la visioconférence manga que je faisais. Il y a plus de gens qui ont lu de la BD érotique, malgré que ce soit une niche éditoriale, que du manga. Ils sont quand même 80% à en avoir déjà lu. Après, j'ai peut-être une population qui n'est pas représentative, mais c'était intéressant. Et combien ils en ont lu? Alors, il y a un tiers qu'on a lu moins de 5, donc vraiment très anecdotique dans leur carrière de lecteur, on va dire comme ça. Par contre, entre 10 et 20, ils sont déjà presque la moitié, 44%, et plus que 50, il y en a même une qui m'a dit « j'ai tout lu ». Ils sont quand même 9%, hein. Attention, hein, il y a des vrais boulimiques du genre. Et je leur ai posé la question, donc des ingrédients qui étaient importants pour eux, la moitié a répondu le dessin, ça paraît très logique, évidemment. Le tiers a répondu le scénario, ça paraît très logique aussi que ce soit les deux dominants, mais ça devient très intéressant, je trouve, après, sur ce que ça peut donner. L'humour, c'est quand même 17% des réponses, donc l'humour est effectivement très très important pour le genre, et tu en parlais tout à l'heure, Céline, que c'est quelque chose qui est important dans tes choix éditoriaux, et ben, je pense que tu as raison, il se passe vraiment quelque chose autour. Les thèmes, évidemment, pour que les gens puissent s'y retrouver, la sensualité, le réel, les gens ont besoin de s'identifier. Et finalement, on peut rajouter sensualité au porno et à l'érotisme, ça en fait partie. Il y a une question de toucher, il y a une question d'émotion aussi, c'est des mots qui sont revenus derrière. Et le féminisme, j'ai eu énormément de réponses, et de réponses
qui sont, j'ai envie de dire, avec un développement, et pas juste ouais, bah, j'aime bien quand les filles. Non, et vraiment, là, on sentait qu'il y avait quelque chose de très fort, c'est-à-dire que les lectrices, de manière générale, sont plus nombreuses, mais se retrouvent moins dans la bande dessinée érotique. Historiquement, c'est en train de changer, on le voit au niveau du paysage éditorial, et je pense que là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Quelques petits extraits de ce qu'on m'a dit, plus de BD pour les femmes, donc vraiment, c'est une demande officielle. Moins, alors je ne connaissais pas le terme, moins de male gaze, c'est-à-dire moins de point de vue de l'homme. On m'a vraiment réclamé du point de vue de la femme, y compris des hommes, hein, qui ont envie de comprendre ce que les femmes ressentent. Donc je pense qu'il faut, là aussi, il y a un créneau à faire. La diversité des corps féminins, c'est une vraie demande aussi que j'ai eue, pour qu'on puisse avoir effectivement moins de clichés, de stéréotypes, et que les femmes sont belles de mille façons. Et sans culture du viol, c'est aussi une demande qui est revenue plusieurs fois. Qui est pour moi tout dans la même logique, la même idée. Donc voilà, après, je vous les cite, je ne vous apprends rien, mais si, Jean-Louis, vas-y, tu voulais dire. Oui, j'ai une petite anecdote à raconter parce que ça va surprendre sûrement beaucoup de monde, mais quand on a commencé à faire Magasin Général avec Régis, dans notre esprit, c'était un truc de cul. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre projet initial, qui était vraiment un synopsis extrêmement court, puisqu'au début, on avait vaguement prévu d'en faire 3 tomes, etc., le village, la transformation que Marie allait amener dans le village, pour ceux qui connaissent l'histoire, puisque Magasin Général, c'est vraiment une histoire d'émancipation féminine. Hein. Oui. Donc, cette émancipation passait par le cul. C'est-à-dire que à la fin de l'histoire, tout le village était dans une espèce de vaste partouze, tu vois, un truc complètement débridé, etc., etc. Et c'est d'ailleurs drôle parce que tous les premiers croquis de recherche du personnage de Marie par Régis, elle est tout le temps à poil. Il n'y a quasiment pas un dessin au début où elle est habillée. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme là aussi, on est parti de très loin, parce qu'on voulait montrer comment c'était avant, pour montrer l'ampleur de la transformation qui allait venir. Dès le premier tome, au Québec, on est devenu une espèce de truc culte extrêmement grand public. Et là, on s'est dit, c'est pas possible. On est rentré dans les livres scolaires très, très rapidement. Et on a dit, on peut plus faire ça. Donc, on a raconté cette histoire. On a fait en fait exactement le chemin inverse de ce qu'on a fait pour Merci Madame. C'est-à-dire que au lieu de raconter l'histoire telle qu'on voulait la raconter, on l'a racontée avec des ellipses. Et exactement avec des ellipses, parce que quand même, à la fin de l'histoire de Magasin Général, il y a quand même, quand les femmes reviennent quand les hommes reviennent après le deuxième hiver, bon, ben là, les femmes qui ont fait leur robe, leur machin, etc., on sent qu'il y a une espèce de truc, comment dire, une sensualité qui est en train de s'emparer un peu du village. Mais dans notre version originelle, on avait l'intention de le montrer. Et on s'est fait piéger, donc on a fait marche arrière tout doucement, et on a raconté cette histoire de façon beaucoup plus grand public en fait. Mais le propos était là. Il faut faire la version off maintenant. Hein? Ouais, c'est ça. On pourrait faire la version non censurée. Exactement. Voilà. Bah, en tout cas, merci pour cette anecdote, parce que vous êtes venu 2 fois avec Régis pour cette série. Je ne le savais pas. Donc, non, mais peu de gens connaissent cette histoire, en fait. Bah là, tout le monde le sait maintenant. Hein. Il y a 3 600 000 personnes qui regardent en ce moment. Donc, c'est que le début. Hein. Et donc, j'étais en train de vous citer un petit peu les retours moi, de lecteurs et de lectrices. J'ai quand même eu beaucoup de lectrices qui ont participé. Je vous donne juste quelques petits mots-clés. Je trouvais ça intéressant, qui sont revenus plusieurs fois. Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit psychologique, il faut qu'il y ait un partage dans le couple. J'ai bien aimé ça aussi, effectivement, que le lecteur, la lectrice puisse partager. Ce que tu disais tout à l'heure pour Extase, Jean-Louis, que ça pouvait effectivement permettre ça. Je l'ai conseillé pour des couples, effectivement. Et ça a permis effectivement une libération de la parole. C'est assez intéressant. Il faut que ce soit assumé, mais aussi suggestif. J'ai trouvé que c'était pas incompatible. Transgressif, ça sert à ça aussi, mais que l'émotion soit également présente et, ça paraît évident, excitant, au minimum. Donc voilà, ça c'est tous les mots-clés. Avec ça, vous avez normalement tous les ingrédients pour faire la BD érotique de demain. Tu veux dire qu'il n'y a pas de zombies? Bah merde. Non, il y a des zombies. La prochaine fois, tu réponds au questionnaire aussi. Je suis déçue. Vous êtes d'un classique.
On en a fait une BD avec des zombies, Céline, je te l'enverrai. Hein. Ouais. Ah, cool, merci. Ouais, non, mais Vincent connaît mon obsession des zombies. J'ai mes fantasmes personnels, désolé. T'as des petits trucs comme ça. Les zombies, et les nains aussi. Oui, j'ai une grande passion pour les nains, mais ça ne sera pas dans ce débat. Non. Ça risque d'être interprété, cette déclaration, donc c'est pour un autre. On n'est plus sur le même sujet. Pour Heroic Fantasy, pour le genre fantastique, hein, je précise. Il y a quelqu'un qui revient avec une question justement. Est-ce que l'attrait pour la libération des corps et les enjeux liés au féminisme, aux initiatives de contes comme Orgasme et moi vont ouvrir la voie à une nouvelle génération d'autrices-auteurs? Est-ce que vous voyez une nouvelle génération qui arrive? Anne, tu as un peu plus d'expérience en plus. Ça fait bien sûr. un an qu'elle nous ardine. Ouais, tout à fait. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, là, c'est très net. Hein. Bon, ça fait déjà, on va dire, 5-6 ans que c'est initié, mais là, ces 2 dernières années, avec en effet la place que prend la sexualité féminine dans les débats sociétaux, notamment sur les réseaux sociaux comme Instagram, c'est évident. Bon, l'histoire d'une huître, c'est symptomatique de ça. Et je suis sûre qu'il y en aura énormément d'autres. Croyez bien que les éditeurs sont extrêmement attentifs à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et vont aller chercher ce qui marche. Donc oui, bien sûr que ça évolue très vite et dans le bon sens. Je signale que Aude Mermillot est en train d'en faire en ce moment. Hein. Oui. Comme tu disais, là, elle est en train de faire un récit autobio dans lequel elle parle de sa vie sexuelle aussi. Aude Mermillot qui vient de sortir Le cœur des femmes, qu'elle a adapté du roman et qui est extraordinaire. C'est dans les très gros coups de cœur, effectivement, la librairie. C'est pas de l'érotique, mais il est question effectivement de la femme, de son corps. Et j'en profite effectivement pour le conseiller au passage. Je confirme. Anne, tu disais donc que tu vois un petit peu arriver. Tu as des projets que tu cherches à déclencher ou tu attends un petit peu finalement que les auteurs arrivent avec? C'est-à-dire, est-ce que toi, il faudrait ceci, il faudrait cela? Maintenant, il faut que je trouve qui peut le raconter. Oui. Alors, qui peut le raconter? Oui, sur certains sujets, oui, ça peut arriver. Mais bon, globalement, c'est surtout de repérer des paroles, en fait, des prises de parole des auteurs ou des dessinateurs. Hein, c'est surtout ça, et d'aller les chercher éventuellement pour qu'ils fassent des projets pour nous. Après, voilà, ça se passe dans les deux sens. Et puis, les gens viennent à nous aussi. Mais oui, bien sûr, on est très sur le qui-vive, même si, une fois encore, on reste un petit éditeur et que les grands éditeurs sont beaucoup plus mobilisés que nous et ont plus de moyens. Donc voilà, on le fait à notre échelle, mais on est très attentif à ça, naturellement. J'ai lu que c'était le hashtag MeToo qui avait été vraiment le bouleversement un peu de cette prise de conscience féminine, en tout cas à l'échelle des éditeurs, où ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait beaucoup à faire, beaucoup à dire, et que désormais, il y a énormément d'ouvrages. J'ai lu plus 72% sur le premier trimestre 2021 par rapport à 2017, quand il y a eu effectivement cette année du hashtag. Donc, on est effectivement sur une grande transformation, et donc sur la bande dessinée érotique, on est sur cette transformation aussi qui va s'opérer, vous pensez? Alors après, c'est peut-être pas au même rythme, ce sera peut-être pas au même rythme, en effet, parce que là, pour moi, on en est encore, et c'est assez dramatique de dire ça, mais à la phase où les femmes se réapproprient leur corps, essayent de mieux le connaître et d'en parler. Donc voilà, on est encore là. Donc avant peut-être d'en faire des histoires et de pouvoir les scénariser et les mettre en dessin, c'est peut-être une autre phase, mais je souhaite que ça arrive vite, évidemment. Alors, en tout cas, chez Pan-Pop, avec le peu d'albums qu'on a publiés jusqu'à présent, je pense qu'on est vraiment à peu près à 50-50 hein, d'artistes masculins, féminines. C'est vrai qu'en fonction des projets, parfois, alors, par exemple, celui que je suis en train d'écrire, j'en discutais avec Olivier Jalabert, je ne sais pas s'il est toujours en ligne, je l'ai vu apparaître dans le chat, s'il est là, je te fais un coucou. Voilà, en fonction des projets, parfois on va se dire, tiens, ça serait intéressant de faire un duo féminin, tiens, ça serait intéressant d'avoir justement un binôme où on va avoir un regard féminin, un regard masculin. Mais encore une fois, c'est parce que ça va faire sens. En revanche, on n'est pas dans un quota à respecter, on ne se dit pas, tiens, il faut absolument qu'on bosse avec une femme pour le prochain projet. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, parce que je considère que ce qui va faire la qualité d'un projet, c'est ce qu'il, encore une fois, c'est ce qu'il propose.
Et voilà, toute bonne idée est toujours la bienvenue, mais en tout cas, on ne se dit pas, on ne s'impose pas de pourcentage de femmes dans nos Oui, collections. c'est pas un quota, oui. Voilà, il faut que ça reste, voilà, encore une fois, il faut que ça soit pertinent par rapport au projet qui va être proposé et que ça soit ce qui va faire la qualité de l'artiste, c'est pas son genre. Enfin, moi, je ne crois pas du tout en ça. En revanche, bien sûr, il va y avoir ce qui va être intéressant, c'est la vision de la personne. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure sur les albums qui ont été publiés sur Pornpop, on va avoir des albums assez crus par des femmes et très poétiques et délicats par des hommes. Donc, mais c'est ça qui est bien. Pour ce qui est de la BD érotique voilà, du futur, moi je pense, en tout cas c'est ce qui m'interpelle, qu'on va s'ouvrir aussi à parler de sexualité beaucoup plus différente, parce que la sexualité, c'est vraiment un mot pluriel, et le tabou, c'est aussi le tabou des plus de 60 ans. Enfin, on ne parle pas de ça, on ne parle pas aussi de la sexualité des personnes en situation de handicap. Il y a plein de choses qu'on n'évoque pas, parce qu'on est dans cet idéal de jeunesse et de performance, et c'est dommage, parce que la sexualité nous accompagne jusqu'à la fin de nos jours, elle se transforme. Il y a beaucoup, je travaille dans le développement personnel et je le vois, il y a de plus en plus de livres qui sortent autour du tantra, par exemple. Et je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont être abordées aussi dans cette sexualité qui n'est pas que performative et pas seulement génitale, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu viens de dire pour conclure. Effectivement, le sexe, on a une vision toujours très, très primale, un petit peu du sexe, et la pénétration, par exemple, n'est pas forcément l'obligation. On a une image qui est intéressante, là, d'ailleurs, qui passe l'incroyable histoire du sexe. C'est 2 volumes qui sont sortis aux éditions Les Arènes et qui nous racontent, que ce soit historique, que ce soit géographique, ou même des fois religieux, géopolitique. On apprend énormément de choses sur l'humanité et sa confrontation à la sexualité. Donc, il y a aussi ces ouvrages-là qui existent en bande dessinée. Ça permet ça également. Est-ce que... Oui, toute petite chose, parce que je sais que peut-être vous l'avez reçu, à signaler la BD Polaris de Fabien Wellman qui est sortie il y a quelques années et qui, justement, je trouve, offre une approche de la sexualité très, à la fois ludique, très variée, très douce et aussi littéraire et intellectuelle. C'est une très belle BD. Et Fabien Wellman, qui devait être avec nous ce soir, il s'est excusé, effectivement, il devait venir pour cet album Polaris, effectivement, et aussi pour l'herbier sauvage. L'herbier sauvage, j'allais dire. Extraordinaire, près de moi. C'est pas de la bande dessinée, hein, c'est du témoignage remarquablement écrit, mise en scène par l'écriture. Et remarquablement illustré. Et avec des illustrations, effectivement, 2 auteurs excellents, Chloé Cruchaudet pour le tome 1, David Prudhomme pour le tome 2. Donc voilà, pas de la bande dessinée, mais on vous le conseille fortement aussi. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Et voilà, le livre permet aussi, effectivement, d'avoir toutes ces lectures. On arrive à la toute fin du timing qu'on s'était autorisé pour parler de tout ça. Est-ce qu'il y a des conclusions, des choses que vous vouliez absolument dire? Vous dites non, on ne peut pas arrêter tant que je n'ai pas dit ça. Céline? Non, tu utilises le terme conclusion, donc forcément j'interprète. Conclure. C'est drôle comme conclure, finalement, ça peut être une grande ouverture, Vincent. Et moi, c'est ce que je ressens après cet échange. Après cet échange, je me dis que, en fait, il y a plein de belles choses qui vont paraître. Il y a forcément de nouvelles voix qui vont s'exprimer, de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices qui vont arriver. Et je suis super optimiste, en fait. J'avoue, je suis pas fan de la BD digitale, mais je trouve ça génial que ça soit quand même un support qui se... une autre manière pour la BD d'exister, et tant mieux s'il y a un public pour ça. Et donc voilà, je trouve que c'est... Voilà, merci à tous les auteurs, merci à tous les scénaristes, et puis pour ceux qui nous écoutent, si vous n'êtes pas publié, écrivez, créez, parce que c'est bon aussi de le faire pour soi, voilà, pas forcément pour des spectateurs ou des lecteurs. Faites-vous plaisir. C'est parfait, c'est parfait. Ah ouais, qu'est-ce qu'on peut dire derrière tout ça? Rien. Que digitalement, il y a des choses qui sont mieux à faire que la BD. Enfin bon.
Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, à tous les commentaires qui ont été très nombreux. On vous retrouve en lecture dans les librairies, dans les livres, un peu partout, en digital, pourquoi pas aussi. Passez une très bonne soirée et vivez, Merci. liberté, profitez. Merci beaucoup. Merci. Merci, salut. Au revoir. Et Salut. merci beaucoup aussi à nos partenaires pour Sevrier BD qui ont rendu possible ces rendez-vous. Ils ont été nombreux à nous accompagner. Céline, tu voulais dire quelque chose encore ? Toujours remercier ses partenaires, Vincent. Ah ben ça, j'allais dire. Merci. Salut. Salut.